Écoutez, mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous installer, on va pouvoir ouvrir cette séance du conseil municipal en date du 24 mars 2025. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Hop, j'arrive, voilà. Donc, conformément à l'habitude, nous vous rappelons que cette séance du conseil municipal a fait l'objet d'une convocation en temps utile, qu'elle est accessible au public en direct dans cette salle ou sur les réseaux sociaux, en direct et en différé. Je vous rappelle, si besoin est, que nous avons eu des problèmes techniques lors des 2 dernières séances du conseil municipal. A priori, nous avons pris toutes les dispositions qu'il fallait pour que ça ne se reproduise pas. La raison de l'incident technique a été identifiée et je pense contournée dorénavant. On le saura d'ici une demi-heure si les choses se passent comme nous l'espérons. Et bien entendu, la séance se tiendra selon les règles de quorum. Malgré une assistance un petit peu clairsemée ce soir, nous avons l'effectif suffisant pour tenir cette séance du conseil municipal. Donc, pour commencer, comme à l'habitude, je vais demander à Pierre-Julien Marais de bien vouloir assurer le secrétariat de séance et à ce titre de procéder à l'appel des membres du conseil. François Driol. Présent. Marc Monteux. Présent. Nicole Bruel. Présente. Éric Vaucanson. Présent. Hélène Fabre. Présente. Cyril Chapeau, pouvoir à Hélène Fabre. Céline Montagnon. Carlin Corvaillat. Présent. Michel Ducreux, pouvoir à Marc Monteux. Muriel Spada. Pascal Gallonnet, pouvoir à Carlin Corvaillat. Noélia Seguin. Présente. Marie-Claire Grange, pouvoir à Pascal Dumazet. Pascal Dumazet. Présente. Isabelle Bois. Présente. Stéphane Faverial. Emmanuel Robert. Ludovic Magalaès, pouvoir à Pierre-Julien Marais. Leïla Kebrara, pouvoir à Noélia Seguin. Marie Montet. Présente. Niazi Kara. Présent. Bernadette Ponson. Présente. Mauricette Moine. Ludovic Sett. Pascal Campégia. Présent. Louis Bell. Présent. Ferrat Akbal, pouvoir à Ludovic Sett. Baptiste Pépin, absent. Merci Pierre-Julien pour cet appel nominatif. Ensuite, donc, il était prévu d'assurer la présentation de M. Ferrat Akbal qui a rejoint notre conseil municipal en remplacement de Catherine Sorgy qui nous a présenté sa démission il y a déjà quelques semaines de ça. Bon, la dernière fois, M. Sett, vous n'aviez pas accédé à ma proposition d'assurer la présentation de M. Akbal. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on maintient le suspense, on diffère Ouais. Bon, bah écoutez, j'espère qu'il finira par se rendre disponible pour ce conseil municipal, parce que vous le savez tous ici, ça suppose un certain nombre d'engagements, d'accepter de siéger au sein du conseil. Je présume que vous lui avez transmis le calendrier prévisionnel des réunions jusqu'à 2025 et qu'il pourra accommoder ses obligations personnelles, professionnelles et celles du conseil. Donc rendez-vous à la prochaine séance. Avant de commencer, je dois vous demander de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance précédente du 3 février 2025. Est-ce que cela appelle des interrogations ou des observations? Pas de remarques. Donc qui s'oppose? Qui s'abstient? Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je remercie Yannick qui a procédé à sa rédaction. Je ne le fais pas souvent. Et c'est du travail. Vous avez sous les yeux l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, qui est relativement succinct, puisque nous n'avons que 9 points à l'ordre du jour. 3 concernent la composition de nos commissions au sein du conseil municipal. 4 relèvent des finances et du personnel. 1 concerne l'intercommunalité et les syndicats. Et la dernière relève des dispositions diverses, la convention avec l'association de protection des chats, les patous libres. Nous aborderons quelques informations diverses en fin de séance. Alors, pour commencer, il faudra excuser M. Monteux qui est légèrement souffrant, qui
qui tousse fortement et qui est à côté de moi. J'avais proposé qu'on le mette en quarantaine et en visioconférence, mais il a refusé. C'était bon courage quand même. On te souhaite un prompt et total rétablissement. Alors, donc nous sommes amenés, suite au départ de Madame Sorgi et à la demande du groupe Changeons de Cap, à actualiser la composition de 3 commissions au sein de notre conseil municipal. La première est la commission d'appel d'offres. En 2 mots et très rapidement, il vous est rappelé que c'est une instance qui est chargée d'attribuer les marchés publics conclus dans le cadre de procédures formalisées et sous contrôle des services de l'État notamment, y compris a posteriori de la Chambre régionale des comptes. Petit rappel, voilà, le maire ne décide pas tout seul à qui il achète et de ce qu'il achète. Il faut savoir que l'équipe municipale réunit la CAO, la commission d'appel d'offres, pour un avis sur les attributions de marché pour un montant supérieur à 40 000 euros et que pour des montants inférieurs, nous réunissons une commission marché, ce qui ne présente pas de caractère obligatoire, mais ce qui nous paraît utile en matière de transparence de l'exécution des procédures de commande publique. Et donc, cette commission avait été mise en place il y a déjà un certain temps. Elle comprend 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 2 membres titulaires avaient quitté le conseil municipal il y a déjà de nombreux mois, mais les suppléants étaient là pour assurer la continuité. Et le groupe Changeons de Cap nous a demandé de procéder à un renouvellement de cette composition. Évidemment, nous accédons bien volontiers à cette demande et nous vous proposons de mettre en place une nouvelle répartition, toujours à la proportionnelle. Alors, on vous propose des candidatures selon la diapositive suivante. Merci Nicolas. Ainsi, ce sont les candidatures qui nous sont parvenues de la part du groupe majoritaire et du groupe Changeons de Cap. Nous n'avons pas d'obligation à procéder à un vote à bulletin secret. Nous avons possibilité de le faire à main levée. Mais bien évidemment, pour que ce processus électoral se fasse à main levée, il faut qu'il y ait un accord unanime des membres du conseil municipal. Donc si quelqu'un s'oppose à cette procédure, on votera à bulletin secret. S'il n'y a pas d'objection, on fera ça à main levée. Je ne note pas d'objection, je vous remercie. Et donc, il vous est proposé d'approuver la composition suivante. Seraient désormais membres titulaires de la commission d'appel d'offres M. Monteux, Mme Ducreux, Mme Dumazet, M. Robert et M. Bell. Et au titre de suppléants, Mme Bruel, M. Gallonnet, M. Faverial, Mme Montet et M. Campegia. Étant entendu qu'il n'y a pas un fléchage direct entre les suppléants et les titulaires, que l'objectif est d'avoir, là encore, il y a des conditions de quorum pour que la réunion puisse se tenir. Donc, dans la mesure où ce vote va se faire à main levée, je vais faire assez simplement et demander, contrairement à mon habitude où je demande les oppositions, qui est favorable à cette nouvelle composition de la commission d'appel d'offres. Et je vous demanderai donc de lever la main, s'il vous plaît. Ce ne sera pas trop compliqué pour le comptage, Annick. Donc, tous les membres présents lèvent la main et donc engagent bien évidemment les personnes qui leur ont accordé un pouvoir. Donc, à l'unanimité, cette élection est validée. Une réunion a déjà été programmée très prochainement. Vous avez dû recevoir la convocation. C'est un processus qui est régulier tout au long de l'année. Ensuite, nous devons procéder au renouvellement de la composition de la commission de délégation de services publics. Même motif, entre guillemets, même punition. Vous avez sous les yeux un petit rappel de la mission de la commission de délégation de services publics qui analyse les dossiers de candidature dans ce cas-là. On a été amené à le faire l'année dernière. Qui rend un avis pour tout contrat de concession d'un montant supérieur à 5% pour les avenants. L'élection se fait là aussi à la proportionnelle, au plus fort reste et au scrutin de liste. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de procéder à un scrutin à main levée. Vous avez sous les yeux la composition de la commission sortante et maintenant sous les yeux la composition entrante et qui vous est proposée. Donc en 2 phases, pardonnez-moi. Y a-t-il bel et bien est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à bulletin à main levée? Pas d'opposition.
Et donc, je vous demanderai d'approuver la composition que vous avez sous les yeux, qui ne doit pas normalement faire l'objet de surprise. Et ceux qui sont favorables à cette composition de la CDSP, je vous demande de bien vouloir lever la main de nouveau. C'est parfait, unanimité. Merci à toutes et tous. Ensuite, nous devons procéder de la même manière au renouvellement de la composition de la commission consultative de services publics locaux, CCSPL dans notre jargon. Toujours de la même manière, vous avez sous les yeux un petit rappel de sa compétence qui consiste à examiner chaque année les rapports présentés relatifs aux délégations de services publics sur la commune. Pour mémoire, à ce jour, aucune n'a été mise en place. Mais ça peut venir, il est important que cet outil soit opérationnel. Donc vous avez sous les yeux la composition de la commission sortante qui compte là aussi 5 titulaires et 5 suppléants répartis à la proportionnelle et des représentants du monde associatif. À ce niveau-là, disons-le tout de suite, il n'y a pas de demande de sollicitation pour assurer un renouvellement. Donc le déroulement du scrutin se précise et procédé de la même manière que les 2 commissions précédentes. Il vous est donc proposé, dans un premier temps, de valider un suffrage à la main levée, s'il n'y a pas d'opposition. Et il n'y a pas d'opposition. Et donc de procéder à l'adoption de la composition que vous avez sous les yeux, donc comme titulaire, M. Monteux, Mme Ducreux, M. Robert, M. Chapeau et M. Sett. En suppléant, Mme Bruel, M. Gallonnet, M. Faverial, Mme Dumazet et M. Campeggia. Donc, compte tenu que vous avez approuvé un vote à main levée, je demande à ceux qui approuvent la composition de ces listes, de cette commission, de bien vouloir lever la main. Vous étiez autorisé à lever l'autre main pour faire un peu d'exercice, mais chacun est libre de choisir sa main. Donc, cette nouvelle composition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On est en ordre de marche et on a pu actualiser leur composition. Et nous allons pouvoir enchaîner avec le rapport numéro 4 qui concerne un dossier relativement technique. Et donc, très logiquement, je propose à M. Monteux de nous en faire la présentation. Oui, enfin, de technicité, c'est surtout une contrainte qui nous est faite, puisqu'on a créé des chasses au budget annexes de la gendarmerie, comme c'est indiqué, donc depuis octobre 2024. Il est en application, puisque aujourd'hui la gendarmerie a été livrée, on a payé toutes les factures, on a fait l'acquisition. Donc c'est soumis donc à l'instruction M57, l'instruction comptable, et par voie de conséquence, c'est assujetti à la TVA. Il est voté par chapitre, et donc on a bien aujourd'hui tout qui nous paraissait complètement conforme, mais toutefois les services des finances, notamment de la DGFiP, nous demandent de faire un complément et de faire une délibération, prononcer une délibération pour asseoir ce budget à la TVA, ce qui était déjà le cas, mais bon, c'est un formalisme complémentaire qui ne nous a pas paru évident, mais bon, pour satisfaire à cette obligation qui n'entraîne aucune modification, puisque c'était prévu depuis le départ. Simplement un petit commentaire, c'est-à-dire que la TVA, par exemple, sur la récupération de la TVA sur les travaux de la gendarmerie représente 1,3 million. C'est peut-être un laps de temps qui est laissé supplémentaire pour nous rembourser. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Bon, c'est subjectif comme remarque, mais moi non plus, je ne ferai pas de commentaires. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Pas de questions? Écoutez, je le mets à votre approbation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Le groupe Changeons de Cap, 1, 2, 3, 4, oui. Le groupe Changeons de Cap s'abstient. Donc adopté à l'unanimité des suffrages exprimés pour respecter la loi et l'application de cette TVA. Merci. Le sujet suivant porte sur l'adoption de tarifs complémentaires. Juste une petite info, si vous pouviez nous la donner. Les gendarmes, est-ce qu'ils ont enfin payé leur location Ah oui, pour ce qui concerne les locaux de l'ancienne caserne, la gendarmerie, enfin l'État, l'État a régularisé les locations 2024. Maintenant, ils occupent les nouveaux locaux. Il nous reste d'une manière illégale, puisque le bail n'est pas signé donc formellement
Ils ne sont pas encore dans leurs locaux, mais bon, j'avais dit que je retiendrais la clé s'ils ne payaient pas. Ils ont payé, donc on leur a donné les clés. Ils occupent les locaux. On est en train de formaliser et donc on a besoin de régulariser les situations. C'est pour ça que je suis un peu surpris que vous absteniez, parce heureusement, elle a été adoptée à l'unanimité, mais cette délibération était importante parce qu'elle va nous permettre de signer le bail et d'encaisser les loyers 2025 sur la nouvelle caserne. Donc, la petite tension que nous avions connue en 2024 est désormais derrière nous. Et maintenant, il faut qu'on se mette en ordre de marche pour 2025. Et donc, il s'agit de ne pas perdre de temps pour encaisser les recettes qui nous sont dues. Pas d'autres questions ? Donc, la délibération suivante porte sur l'adoption de tarifs complémentaires 2025. Et je vais demander à Nicole Bruel de bien vouloir nous la présenter. Merci. Oui, nous avons adopté donc, le 16 décembre 2024 les nouveaux tarifs municipaux pour l'année 2025. Et là, nous avons programmé 2 sorties à vocation culturelle dont nous n'avions pas mis donc, les tarifs. Donc, comme vous le voyez, le 18 juin, il y aura une sortie qui va coûter 10 € à ceux qui vont y aller. Et l'autre, c'est le 15 juillet. Et ça va être 50 € pour les personnes. Donc, vous avez pu voir sur le petit livret que vous avez eu, où il y avait une petite... c'est-à-dire qu'on a eu un tarif un petit peu moindre, et donc nous l'avons mis à 50 € au lieu de 50,80 €. Voilà, ça a permis de bénéficier de 80 centimes par personne. Voilà. Donc, les autres tarifs municipaux sont inchangés. Donc, il est demandé à l'Assemblée de vouloir accepter les tarifs que j'ai cités précédemment. Voilà. Merci Nicole. Il fallait mettre en place cette tarification pour pouvoir émettre des titres de recettes. Y a-t-il des demandes de renseignements complémentaires ? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. Merci Nicole. Le sujet suivant concerne le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent. Je vais demander à Marc Monteux de bien vouloir assurer cette présentation. Oui, donc on a lancé le recrutement de cet agent, comme c'est indiqué, pour le cadre de vie, l'espace public et la voirie. Au niveau donc des procédures de recrutement, on pensait avoir un fonctionnaire et ça a été infructueux. Donc à ce titre-là, on s'est retourné sur un contractuel et on vous propose justement de valider cette démarche, notamment par la signature qui nous permettra de faire un contrat à durée déterminée de 3 ans qui sera reconductible. Pour rappel, donc, on a le droit à avoir des contrats au total de 6 ans et au bout des 6 années, donc c'est une transformation en contrat à durée indéterminée. Donc le catégorie d'emploi, c'est en hiérarchique, c'est le cadre A, avec un cadre d'emploi et grade des ingénieurs territoriaux. Et donc la rémunération est calculée sur ce que il est prévu dans les grilles de la fonction publique et qui est accompagné d'un régime indemnitaire. Merci Marc. Des demandes de précision sur cette délibération, Monsieur Sett. Est-ce que c'est le remplacement d'une personne qui serait partie ou c'est le renouvellement d'une personne en cours? Non, c'est le renouvellement d'une personne en cours. Pas d'autres questions? Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à toutes et tous. On peut aborder le sujet suivant qui concerne une convention relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Bon, ça relève des RH. Normalement, c'est Marc qui aurait dû faire cette présentation, mais bon, vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Depuis très très nombreuses années, les services départementaux d'incendie et de secours essayent de contractualiser, si j'ose dire, de conventionner avec les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, pour faciliter tout simplement la vie, la formation, l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires et leur recrutement et leur implication au sein du service. Jusqu'à présent, nous n'avions pas été directement impliqués dans ces dispositifs. Il se trouve aujourd'hui que nous avons une de nos agentes, qui est sapeur-pompier volontaire. Et donc, il vous est proposé de valider la mise en place de cette convention qui consiste, comme je l'ai décrit, à la fois, d'une manière globale, à faciliter la relation triangulaire entre l'employeur, le service départemental d'incendie et l'agent concerné.
de manière à respecter tous les équilibres du service de chacun et de la vie personnelle de l'agent concerné. Pour nous, il s'agit de fixer un cadre, parce que pour le moment, il y a un agent, et c'est une situation relativement marginale et qui ne pose pas de problème particulier, mais on ne serait pas à l'abri que ce soit quelque chose qui se multiplie. Donc il faut que les cadres soient bien fixés. Et puis de déterminer pour les agents concernés le type d'autorisation d'absence, le seuil de sollicitation opérationnelle, le maintien de la rémunération, le temps de repos, avec les repos de sécurité aussi, parce que vous comprenez bien qu'un pompier volontaire qui a passé toute la nuit dans la campagne ligérienne ou sur les toits pour lutter contre des incendies ou toute autre intervention ne peut pas forcément immédiatement revenir au boulot dans des conditions tout à fait normales. Donc il y a des contraintes à respecter. Voilà, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de novateur, c'est quelque chose qui existe, je l'ai dit, depuis de nombreuses années, mais c'est un petit peu nouveau à Andrézieux-Bouthéon. La photo n'est pas contractuelle, ce n'est pas une photo de notre agent photographié de dos. Voilà, donc on demande au conseil municipal de délibérer sur ce sujet. Y a-t-il des demandes d'informations complémentaires? Pas de demande? Merci. Pas de convention pour les élus sapeurs-pompiers volontaires. C'est de la chair à canon, c'est du bénévolat de tous les côtés. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour les pompiers, merci pour l'agent concerné. Le sujet suivant concerne une convention, encore une fois, pour le raccordement à l'éclairage public d'un dispositif de comptage et non pas de vidéosurveillance. Madame Dumazet, si vous voulez bien nous présenter ce dossier. Merci. Donc, SEM souhaite suivre l'évolution des pratiques de mobilité sur le secteur métropolitain. Et pour cela, ils ont besoin d'utiliser notre maillage, on va dire, d'éclairage public en mettant des appareils de comptage sur les mâts des points lumineux. Et pour ça, on doit signer une convention. Donc, cette démarche s'inscrit dans un projet initié par la ville depuis 2020 et qui vise à déployer un plan de déplacement en mode actif. Et on a quand même bien développé la mobilité vélo sur le secteur. Donc, ça sera intéressant d'avoir ces comptages. Donc, SEM sollicite les compétences qui n'ont pas délégué la compétence éclairage public au ciel 42 afin de mettre en place ce dispositif de comptage. Ceci donc sera installé sur les éclairages publics, comme je vous l'ai dit précédemment, et ils prendront en charge le coût d'entretien et de mise en place. On aura une rémunération de 1 € par point. Ce qui n'est pas très élevé, mais bon. Et le coût d'entretien est estimé à 12 € par an. Donc, c'est simplement pour demander l'autorisation de signer cette convention. Merci Pascal. Après, il faut se méfier, il y a de l'inflation des fois, il y a des prix des coûts qui dérivent, mais bon, pour le moment, on part de loin, donc c'est pas trop préoccupant. Y a-t-il des questions sur ce dispositif? Monsieur Bell, je vous en prie. Une question toute simple. Ce dispositif va être opérationnel à partir de quand? Alors, on n'a pas les échéances parce que je pense que ça va être en place du moment où la convention va être signée. Après, c'est du planning avec l'organisme, le ciel. Donc, non, mais c'était vraiment pour savoir. Non, on n'a pas de date aujourd'hui. Et la suite de la question, quand est-ce qu'on peut espérer les premiers comptages, quoi? Mais j'imagine que ça va porter à un certain temps. Ce que j'en sais, moi, c'est qu'il n'y a pas une urgence extraordinaire. Ça va se faire quand même assez rapidement. C'est un projet qui avance sur d'autres territoires communaux. Mais que l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il est pérenne. C'est-à-dire, c'est d'accumuler des datas, enfin des données, pour, dans le temps, voir les évolutions de trafic. Donc, il y a certainement une volonté d'aller assez vite, mais bon, les contraintes techniques et la signature des différentes conventions vont certainement retarder le dispositif. Et après, vous dire quand est-ce qu'on aura des données, de toute façon, on n'aura pas de choses comparatives avant 2 ans. Donc, ça va suivre. Et oui. C'est pas de la vidéo, c'est que il n'y a pas d'image, c'est que du comptage. Oui, sachant que les communes ne sont pas au même avancement les unes par rapport aux autres, en plus. Vous avez anticipé ma question, mais techniquement, si c'est pas une caméra, qu'est-ce que c'est alors qui compte? Comment ça fonctionne? C'est plus comparable à un radar.
D'accord. C'est comparable à un radar qui détecte des silhouettes, des typologies de personnages, qui fait la différence quand même, et heureusement, entre un chien, un chat, et un cycliste ou un piéton. Donc c'est plus une technologie de type radar. Donc qui détecte des silhouettes, qui ne fait pas d'image. Ça m'a été, entre guillemets, vendu avec insistance. Ni ça ne se substitue, ni ça complète le dispositif de vidéosurveillance ou protection. Et du coup, ça ne rentre pas dans le même cadre légal non plus, puisqu'évidemment, ça n'a pas la même incidence sur la vie privée. Il n'y a aucune identification possible. C'est vraiment un dispositif d'accumulation de données statistiques. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à toutes et tous. On passe au point suivant. C'est Carlin Cavaya qui va nous présenter cette convention avec l'association Patoun Libre. Oui, bien, comme vous le savez, depuis plusieurs années, la commune s'est engagée activement d'ailleurs sur la gestion de la population féline qui erre sur le territoire. Donc on a développé un partenariat actif avec l'association Les Patounes Libres pour gérer effectivement les problèmes des chats errants, mais également le recueil des chats blessés et le devenir des portées de chatons qu'on peut retrouver sur l'espace public. Donc il est proposé ce soir de poursuivre ce partenariat pour une durée d'1 an à compter du 27 mars, avec une possibilité de reconduction tacite sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans. Donc cette nouvelle convention va définir les obligations de chacune des parties, droits et devoirs. Donc l'association s'engage à capturer les chats errants non identifiés sur les lieux publics, les faire stériliser, bien évidemment l'identification, les déparasiter pour ceux qui n'ont pas de propriétaire et les relâcher sur leur lieu de capture. Prendre en charge les chats blessés et chatons qui sont trouvés et les faire soigner auprès d'un vétérinaire et, in fine, les héberger dans les locaux de l'association ou dans des familles d'accueil de bénévoles. D'autre part, donc, la commune s'engage à verser une contribution de 12,50 € par chat errant capturé, soit pour une estimation de 80 chats, environ 1 000 €. Bien évidemment, informer sans délai l'association de la présence d'un chat blessé ou chaton sur l'espace public, ça à travers effectivement des appels qui peuvent parvenir à la police municipale ou par le biais effectivement de l'écoute citoyenne. Verser une contribution forfaitaire de 4 000 € pour la prise en charge, hébergement et soins pour les chats blessés et chatons qui sont recueillis sur l'espace public. Et in fine, mettre à disposition de l'association un local pour mener à bien toutes ces actions. Voilà, c'est le cadre des deux parties sur cette nouvelle convention qui vous est proposée. Merci Karl. Des demandes de précision? Non? Donc je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci encore à tous. On est déjà, c'est un peu surprenant, mais au bout de l'ordre du jour de notre conseil municipal. Après, on savait qu'on avait un programme relativement léger. Vous avez été destinataire des décisions du maire prises dans le cadre de ces délégations du conseil municipal, des déclarations d'intention d'aliéner. Avez-vous des questions, des demandes de précision à solliciter les uns ou les autres, les unes ou les autres? Pas de questions, donc tant mieux, ça prouve que les choses sont claires et ont été clairement exprimées dans les dossiers qui vous ont été transmises. Et donc on peut passer au point suivant qui consiste à répondre aux questions écrites transmises par le groupe Changeons de Cap. Donc je vous laisse le micro, je ne sais pas qui se charge de la lecture. C'est M. Sett. Alors, première question qui concerne les inondations du mois d'octobre. Donc elles ont fortement impacté les bords de Loire et on voudrait avoir un point à date. Donc entre autres, les travaux qui ont été engagés ou qui vont être engagés, le coût et l'échéancier, s'il vous plaît.
Très bien, merci de nous avoir posé cette question, parce qu'effectivement, elle nous permet de, même si on essaie de le faire par les différents supports, ça fait un support de plus pour expliquer les choses à tout le monde. Tous ceux qui se promènent sur les bords de Loire ont pu constater que voilà, les stigmates étaient encore importants. Pascal a préparé, rassemblé les éléments de réponse, je lui passe la parole. Oui, donc la crue a eu lieu le 17 octobre et dès la première semaine, des actions ont été engagées, notamment le nettoyage, puisqu'on était en période scolaire avec l'aide des jeunes du chantier éducatif, donc qui ont fait un gros nettoyage au niveau des boues qui étaient présentes sur les aires de jeu. Mais aussi avec l'aide des associations sportives, que ce soit la pêche ou le club de volley. Donc là, c'était vraiment la sécurisation et le gros nettoyage sur la première partie. Ensuite, on est passé sur une période où il a fallu évaluer. Et là, il y a un gros travail qui a été fait par les équipes, parce qu'il y avait encore de l'eau. Il y en a toujours aujourd'hui, de toute façon. Mais l'État, à l'époque, ne permettait pas de se rendre compte des dégâts qui avaient été occasionnés. Il y avait des dégâts qui c'était simple, mais d'autres où c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il a fallu quelques mois avant de sortir un chiffrage estimatif des dégâts. Donc, ça a été fait. Notamment pour les assurances, mais aussi pour déposer les dossiers de demande d'aide auprès de Saint-Étienne Métropole et de l'État. Donc l'estimation est à 500 000 € hors taxe environ de réparation. À ce jour, on n'a pas de réponse de l'État sur une éventuelle prise en charge sur ces dégâts. On ne sait pas si on aura quelque chose ou pas. On n'a pas touché un centime. Tout ce qui a été engagé actuellement, ça a été fait en régie, donc par nos équipes. Vous avez peut-être dû le voir, tous les chemins d'accès sont accessibles, sauf le chemin piéton qui est sur l'étang Sograma, parce que celui-ci nous pose problème. L'eau n'est pas encore descendue au niveau de cet étang, donc on ne sait pas dans quel état sont les berges. C'est encore trop haut. On ne sait pas comment il faut le reprendre pour l'instant. Pour la partie supérieure, on sait, mais il nous manque des éléments pour pouvoir chiffrer correctement la reprise de cette partie. Sinon, tous les autres chemins sont accessibles. Enfin, ça se voit d'ailleurs, tous les jours, il y a du monde qui se promène. Il y a des trous par endroits, et là, ça va être fait avant l'été. Toutes ces réparations vont être faites avant l'été. Dernièrement, il y a eu un nettoyage de la zone beach volley, parce qu'il restait encore des branchages sur les grilles. Moi, j'ai vu mercredi dernier, j'y suis allée, et il y avait des jeunes qui jouaient au beach volley sur le terrain, parce que le sable a été aussi redistribué, on va dire, raplati. Il faudra changer le sable. Ça, normalement, c'est prévu avant l'été. Les poubelles ont été remises en état, des nouveaux bancs ont été installés, ainsi que des tables. Ce qui est prévu, c'est vraiment rendre l'espace aux usagers, rendre totalement l'espace aux usagers. On espère avant l'été, mais il reste le problème toujours de ce cheminement, on ne sait pas si on pourra le faire avant cette période. Sinon, il y a des barbecues, enfin un barbecue au moins partagé qui va être installé sur la partie la plus plate vers le second étang. Ce barbecue a été réalisé par nos services, donc on va voir comment il va être utilisé, ce qui pourra peut-être permettre d'autres installations si ça fonctionne bien. Donc ça sera fait aussi pareil dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, la nouvelle aire de jeu a été ouverte. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Apparemment, on a de très très bons retours sur cette aire de jeu. Elle se situe sur l'esplanade du Câble, pour ceux qui ne savent pas. Et le skatepark est en cours. Donc, dès que le skatepark sera en fonction, c'est-à-dire normalement fin mai, ça c'est la date butoir, d'autres installations seront faites. Il y a déjà des tables qui ont été installées autour de l'aire de jeu, et d'autres installations vont être faites à ce niveau-là. Le démontage de l'aire de jeu entre les deux étangs va être fait, puisque du coup cette nouvelle aire de jeu va permettre aux enfants d'avoir un nouvel espace. L'autre espace n'étant plus sécurisé va être démonté au niveau de l'araignée. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Merci Pascal. Cette réponse répond-elle à votre attente ? Merci.
Donc la grosse question, vous l'avez compris, elle a été dite dès le début, mais ce sera le mot de la fin pour moi. On ne sait pas si l'État interviendra, quand il interviendra et à quelle hauteur. Donc aujourd'hui, on est obligé d'être prudent budgétairement et de se mettre, voilà, de ne pas trop compter là-dessus pour remettre notre espace de loisirs en état. Si vous en êtes d'accord, on peut passer à la deuxième question. Ça concerne Soforec et cette zone. Donc, je ne sais pas qui est au courant aujourd'hui avec les mails qu'on reçoit quasi quotidiennement. Donc, les nuisances sonores, fumée, poussière se poursuivent, sont toujours provoquées par l'activité de Soforec. Donc, la question est de savoir... d'abord, vous avez rencontré la DRAV en petit comité. Et donc, on voulait savoir le retour de ce qui avait été dit pendant ce rendez-vous en tête-à-tête. Très bien. Alors, Soforec, vaste sujet. Je pense qu'il ne se passe pas 48 heures sans que je prononce ce mot, hein, enfin ce sigle, hein, puisque c'est la Société forésienne de recyclage. Hein. Donc, début février, à la demande des responsable de la DRAV, j'ai accueilli les riverains, membres ou pas de la DRAV. La salle était bien garnie, hein, parce que vous dites en tête-à-tête, mais la salle était plus que garnie, puisqu'il y avait des gens en deuxième rideau. Cette réunion s'est avérée nécessaire tout simplement parce que, au bout du compte, la DRAV ne regroupe pas l'intégralité des riverains. Et vous avez connaissance des messages diffusés par la DRAV comme environ 150-200 personnes. Je ne sais pas le chiffre exact de leur liste de diffusion, mais je sais qu'elle est colossale. Mais bon, il y a des gens qui sont plus adhérents à la DRAV, d'autres qui sont adhérents mais qui ne participent pas. Certains m'interpellent directement en leur nom propre, d'autres au nom d'un collectif de voisins, etc. Alors quand je dis... moi, en tant que maire d'Andrézieux-Boutillon, mais ça peut être Pierre Julien qui est très présent sur ce dossier aussi, ou l'administration, la police municipale, les services techniques ou autres. Donc, en accord avec le président de la DRAV, on a organisé cette réunion pour essayer de mettre tout le monde à un même niveau d'information. À l'issue de cette réunion, sur laquelle je reviendrai, ne vous inquiétez pas, on a convenu que ce qui avait été partagé en cercle privatif, si j'ose dire, le serait dans un cercle plus public. Alors à l'époque, début février, j'avais dans l'idée d'intercaler une réunion publique sur ce sujet. Et puis en définitive, comme on a programmé 2 rencontres citoyennes, 2 réunions destinées à la population, une le 15 avril qui se tiendra au kiosque, mais bon, les affiches sont déjà en ville, hein, vous avez ça n'a pas dû passer inaperçu pour vous. Et puis l'autre qui se tiendra le 6 mai, sous un format distanciel. Hein. On va expérimenter ce mode de concertation citoyenne à distance parce qu'on se rend compte que dans les réunions de rencontres citoyennes, on a toujours la même typologie d'habitants. Des gens nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément disponibles pour venir à une réunion et qui peut-être participeront plus facilement sur des supports numériques auxquels ils sont plus habitués. Donc on va tenter ça le 6 mai. Donc le sujet Soforec sera évidemment abordé dans ces 2 circonstances. Et si le besoin s'en fait ressentir, on refera une réunion spécifique ouverte au public. L'objectif était donc de mettre tout le monde au même niveau d'information et de redire à tout le monde l'impuissance du maire. Parce que quoi qu'on leur dise, quoi qui ait pu être raconté à gauche et à droite, il n'appartient pas au maire d'arrêter, voire de restreindre l'activité de Soforec dans la situation actuelle. 2, d'expliquer que ceux qui sont l'État, qui est l'autorité qui autorise cette exploitation, est toujours très vigilante à ce que fait Soforec, multiplie les contrôles, et aujourd'hui n'a pas trouvé de support réglementaire pour s'opposer à la poursuite de l'exploitation de cette entreprise.
Même lorsque des non-conformités ont été relevées, elles ont été notifiées à l'entreprise qui a pu régulariser la situation à chaque fois. Néanmoins, l'État se montre toujours aussi pressant sur ce dossier, à tel point qu'un arrêté préfectoral renforçant les dispositifs de contrôle et les contraintes opposées à Soforec est en cours d'élaboration. Il a été soumis pour avis au CODERS, au Conseil relatif à l'environnement et à la sécurité aux risques technologiques. Il a, à ma connaissance, reçu un avis favorable. Et on est dans la procédure contradictoire. Il devrait être signé du préfet assez prochainement et notifié à l'entreprise, imposant notamment, a priori, un contrôle sur la durée qui devrait être d'1 mois en la circonstance. Cet arrêté est contesté par Soforec, fera peut-être l'objet d'un recours devant les tribunaux. C'est à suivre. À l'occasion de cette réunion du CODERS, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les dirigeants de cette entreprise. Je ne l'avais pas fait depuis longtemps, puisque nous sommes en rupture totale de dialogue avec ces gens-là, en rupture totale de confiance aussi, puisque depuis nombreux mois, ils n'ont tenu aucun de leurs engagements pour essayer de réduire les nuisances sonores pour la population. Et il est clair qu'ils n'agiront que sous la contrainte en la matière. Donc cette contrainte, eh bien, pour le moment, il est question d'essayer de leur l'apporter. Donc il n'y a pas de surprise à ce que les nuisances sonores aiguës telles qu'elles existent depuis le début continuent à se manifester. Il n'y a pas de surprise à ce que les résidents continuent à s'en plaindre. D'ailleurs, c'est légitime qu'ils s'en plaignent, parce qu'il ne faudrait pas que non plus ils donnent l'impression de s'habituer ou de renoncer à souffrir en silence. Donc ils continuent à manifester leur mécontentement. De l'autre côté, du côté de Saint-Étienne Métropole, là aussi, je continue à essayer d'obtenir une autre stratégie. J'aurai certainement l'occasion, lors de la prochaine réunion publique, de revenir plus en détail sur la posture de Saint-Étienne Métropole. Aujourd'hui, un écrit a été formalisé. Normalement, il a été transmis en copie aux responsables de l'association ADRAV, mais je n'ai pas eu confirmation de cette info. Donc, je ne vais pas les doubler. Je vais attendre de m'assurer que les choses soient claires avec eux avant de communiquer plus largement. C'est un dossier très problématique que je résumerai en une phrase, comme j'ai eu l'occasion de le faire devant des journalistes qui s'impliquent et qui préparent un document qui devrait être diffusé sur les chaînes nationales. Journalistes auxquels j'ai accepté de répondre, moi, contrairement aux dirigeants de Soforec, dans lequel je serai certainement pas mis en valeur, parce que clairement, j'avoue, je concède mon impuissance. Aujourd'hui, ce qui nous pose problème, c'est que la loi ne protège pas les riverains telle qu'elle est, tout simplement parce qu'elle protège les riverains des nuisances sonores par rapport à des moyennes, par rapport à des relevés des comptages qui ne prennent pas en compte les émergences ponctuelles et qui donc ne correspondent pas à la réalité que vivent les familles et toutes les personnes qui habitent sur ce site. Donc je n'ai pas possibilité de faire appliquer des lois qui n'existent pas, d'ailleurs le préfet non plus. Je n'ai pas la possibilité de changer la loi, d'ailleurs le préfet non plus. Les juges non plus, d'ailleurs. Et c'est bien pour ça que jusqu'à présent, toutes les procédures administrativo-judiciaires que ADRAV a pu engager n'ont pas été suivies des faits et ont été déboutées. Donc, quel que soit notre avis, quel que soit le soutien fort et j'espère manifeste que nous apportons aux riverains de Soforec, aujourd'hui, la situation est toujours aussi alarmante. Et elle est d'autant plus alarmante que, pour moi, les dirigeants de l'ADRAV sont dans le déni, sont dans le refus de prendre en compte sainement la relation qu'ils ont à leur voisinage. Donc je ne pense pas qu'on aboutira à court terme sur une solution que je qualifierais à l'amiable. Donc ça va passer par un rapport de force, ça va passer par une négociation qui sera forte. Et donc, je l'ai annoncé aux riverains, ça prendra du temps. En revanche, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Et avec eux, à leur côté, avec les élus de Saint-Étienne Métropole qui sont aujourd'hui impliqués sur ce dossier, et les services, bien évidemment, avec un appui incontestable de l'État d'une manière générale, que ce soit les services de la DREAL,
que ce soit les services de l'Agence régionale de santé qui étaient présents à la réunion du CODERS, nous n'avons pas renoncé à trouver une solution alternative à la problématique de Soforec, qui pour moi, je l'ai dit lors de cette réunion, je l'ai dit lors des réunions du CODERS, je le redirai lors des réunions publiques, mais je peux le dire d'ores et déjà ce soir, cette solution ne pourra passer que par une relocalisation de cette entreprise. Restera à savoir quand, comment et dans quelles conditions techniques et financières. Affaire à suivre. S'il vous plaît. Je vous en prie, madame. On connaissait, on était au courant de tous ces problèmes quand l'entreprise était sur Saint-Étienne. On a remis en place une enquête publique pour faire venir cette entreprise ici. Comment pouvait-on seulement une minute imaginer que ça ne se reproduirait pas ici? Alors, pour une raison simple, c'est premièrement l'entreprise de Soforec qui est implantée aujourd'hui à Andrézieux-Bouthéon ne l'est pas dans les conditions qui étaient celles de Saint-Étienne. Premier point. Deuxième point, une enquête publique a été menée. Les conclusions de l'enquêteur public n'ont pas été de rendre un avis défavorable à l'implantation de Soforec. Il a rendu un avis favorable en émettant des prescriptions et des dispositifs de contrôle. C'est là-dessus que je m'inquiète d'ailleurs. Ces prescriptions ont été suivies, ces mesures de contrôle ont été appliquées, et comme j'ai essayé de vous l'expliquer, et j'ai essayé de l'expliquer à tous les riverains, membres ou pas de la DRAV, peu importe, à la limite, le dispositif réglementaire ne permet pas de dire que le fonctionnement actuel de Soforec n'est pas conforme. En tout cas, s'il l'est, parce que comme les riverains, j'ai un doute. Mais s'il l'est non conforme, on ne l'a pas démontré. Ça n'a pas été démontré. Donc aujourd'hui, lorsque le conseil municipal a rendu un avis et le commissaire enquêteur, les avis qui ont été rendus n'ont pas permis au préfet de s'opposer à la délivrance de l'autorisation. Et d'ailleurs, un membre du corps préfectoral m'avait expliqué très clairement les choses en présence du maire de Vauches, puisque nous étions allés ensemble poser ce problème sur sa table. Il nous avait clairement répondu, si nous refusons l'arrêté d'autorisation d'exploiter, nous serons attaqués en justice et nous perdrons. J'ai pris cette image, elle vaut ce qu'elle vaut. Lorsqu'un conducteur arrive avec une voiture de sport, alors, d'habitude je cite une marque, je ne vais pas le faire aujourd'hui, hein, mais une voiture rouge avec un cheval cabré, arrive à un péage d'autoroute, on peut craindre qu'il ne respectera pas la limitation à 130, 110 ou selon les conditions de circulation. On peut le craindre, mais on ne peut pas lui interdire de rentrer sur l'autoroute. Et par contre, on essaie de faire des contrôles. Et on sait tous que ces contrôles ne sont pas sur tout le parcours de l'autoroute, peuvent être contournés par des détecteurs de contrôle et ainsi de suite. Et on ne peut verbaliser le conducteur de cette voiture sport que si on le prend effectivement en infraction et en excès de vitesse. Eh bien aujourd'hui, on est dans cette situation. Vous savez, on subit l'ensemble de notre population, puis d'ailleurs c'est pas propre à Andrézieux-Bouthéon, on subit une nuisance alors saisonnière, hein, qui est ces moteurs vombrissants, pétaradants, ces pots d'échappement, vous savez, c'est jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que ce n'est pas nécessairement des jeunes, qui s'amusent à parcourir la ville et à faire du bruit. Très clairement, on ne peut verbaliser ces véhicules qu'en flagrant délit. Parce qu'un contrôle à froid de ces véhicules, ça m'a été expliqué par des techniciens, par les gendarmes, ne peut pas démontrer que le véhicule n'est pas conforme aux règles de circulation routière. Et il n'y a que sur le fait qu'on peut verbaliser. Donc aujourd'hui, toute la question est de prendre sur le fait Soforec, s'il est en infraction, je vais être prudent, je ne voudrais pas être accusé de... On a un doute, tout le monde a un doute. Tout le monde a un doute sur le comportement de Soforec lorsqu'il y a des contrôles. Sauf ceux qui vivent à côté. Non, mais ceux qui vivent à côté ont le même doute que moi. Et ils doutent de la pertinence des contrôles qui ont été effectués. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Donc et de l'attitude de Soforec vis-à-vis de ces contrôles. On a tous un doute sur la réalité de l'aspect inopiné des contrôles qui ont été faits. Ils ont été faits, ces contrôles inopinés, mais la procédure qui permet de les réaliser, voilà. Il y a un vrai questionnement. Aujourd'hui, c'est pour cette raison
que les services de l'État essaient de mettre un dispositif de contrôle renforcé dans la durée pour essayer d'objectiver au mieux ces contrôles. On est dans cette démarche. Et moi, je serais tenté de dire, et je l'ai dit aux responsables de Soforec, c'est pour ça que je peux le dire facilement ici, moi, j'en suis aujourd'hui à un stade où peu m'importe qu'on arrive ou pas à les prendre en contravention. Le discours que je porte devant le préfet, le discours que je porte devant Saint-Étienne Métropole, est de dire, même si on n'arrive pas à démontrer cette non-conformité, on sait que la situation n'est pas vivable. On sait que la problématique de la santé publique, physique et mentale des riverains est posée. On sait que les dirigeants de cette entreprise sont incapables d'aller au-delà des contraintes réglementaires pour protéger la santé des riverains, pour protéger leurs relations avec eux et pour apporter une réponse à la problématique qui existe. Tout le monde n'est pas convaincu de ça. Je ne citerai pas de nom. On garderait bien, d'abord, je ne pense pas avoir le droit de le faire. Mais un membre du CODERS m'a interpellé en me disant « Vous êtes sûr que ce n'est pas les riverains qui exagèrent ?» Alors, j'ai affirmé ma certitude, tout simplement, assez facilement d'ailleurs, parce que je ne connais pas l'adresse de tout le monde dans cette pièce. Mais il n'est pas impossible que ce soit moi qui habite le plus près. Mais j'en reste éloigné. Et tout en étant éloigné, mais comme d'autres élus dans la salle, j'arrive à les entendre. Alors moi, je les entends. Ce n'est pas une nuisance, mais j'imagine facilement qu'en étant à plusieurs centaines de mètres, si j'entends les décharges de métaux sur le site, je comprends. Ce n'est pas la peine d'essayer de me convaincre sur la réalité de la chose. Aujourd'hui, on a fait confiance à une entreprise, le commissaire enquêteur, l'État, etc. Aujourd'hui, on est convaincu que cette confiance n'est pas reconnue. Je leur ai dit clairement aux dirigeants de Soforec, j'ai changé de camp. Aujourd'hui, parce que je suis très attaché à ce qu'on ne remette pas en cause, a priori, les activités industrielles d'une manière générale. Vous vous souvenez, on a eu des débats ici à propos de l'activité de HEF, des craintes d'odeur d'ammoniac, etc. Ça fait 1 an et demi qu'il fonctionne. On n'a pas eu un seul, je me tourne vers Pierre Julien parce qu'il est très vigilant, on n'a pas eu un seul signalement à l'écoute citoyenne d'un frisson, d'un soupçon d'odeur d'ammoniac. HEF a fait son boulot, est une entreprise sérieuse et maîtrise sa technologie. Aujourd'hui, Soforec est peut-être une entreprise sérieuse en matière de recyclage, peut-être, c'est pas à moi d'en juger, mais en termes de relations citoyennes, de comportement citoyen, elle n'est pas à la hauteur de nos attentes. Donc clairement, aujourd'hui, je milite, je pèse mon mot, je milite pour qu'on parvienne à relocaliser Soforec. Ça a pris 20 ans pour les faire partir de Saint-Étienne. Je n'envisage pas que ça prenne 20 ans pour les déplacer de là où ils sont. Mais est-ce qu'il faut peut-être voir le problème différemment aussi? Alors maintenant, par rapport à Soforec, ça suit le cours par rapport à tout ce que vous évoquez. Ça, on en est bien conscient. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas, pour l'avenir, que ce soit sur Andrézieux ou sur toutes les autres communes, ne plus délivrer de permis de construire autour de zones comme ça, de faire en sorte que ces zones soient vraiment en retrait et isolées de toute construction habitable autour? Aujourd'hui, on met en application un plan local d'urbanisme qui a été adopté en 2013, qui a été soumis à enquête publique, sur lequel chaque habitant d'Andrézieux-Bouthéon a pu s'exprimer. Alors, je pense que vous n'habitiez pas sur la commune à l'époque, hein, mais peu importe. Chacun a pu s'exprimer sur ce sujet, y compris les élus d'opposition de l'époque et ainsi de suite. Ce plan local d'urbanisme a été adopté. Aujourd'hui, ce plan local d'urbanisme a rendu conforme le projet de Soforec. Ce plan local d'urbanisme, aujourd'hui, il ne sera pas modifié et s'il laisse, c'est à la marge, parce que, vous le savez, un plan local d'urbanisme intercommunal est en cours d'élaboration. Monsieur Campeggia participe au groupe de travail au nom du groupe Changeons de Cap, à nos côtés, hein, donc il connaît bien le sujet. Moi, sur ce sujet, comme sur tous les autres, je ne peux pas faire d'abus de pouvoir. Je ne peux pas m'opposer à un projet qui est conforme. Alors, j'essaye d'entrer en négociation. On le fait parfois sur certains projets d'urbanisme. Et heureusement, très souvent,
On a face à nous des promoteurs, des investisseurs, des exploitants qui sont à l'écoute parce qu'ils font preuve tout simplement de bon sens en se disant si je passe en force, je vais me pourrir la vie pour les années, pour les décennies à venir avec la municipalité et avec les voisins du secteur. Et la plupart des gens que j'ai en face de moi sont responsables. Ils n'ont pas envie de se pourrir la vie. Et donc, avec nous, cherchent des solutions pour trouver des arrangements. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça avec Soforec. Vous le savez, c'est un projet qui a été engagé avant que l'équipe municipale qui siège aujourd'hui soit en place. Je le sais, j'ai vérifié, il n'y a pas eu d'opposition de l'équipe municipale précédente. Je ne vous cache pas que pour moi qui siégeais au conseil, on est plusieurs, on n'a jamais trop entendu parler de Soforec. C'est passé complètement sous nos radars. En plus, ça finit d'être adopté pendant la période Covid, alors, où on ne se réunissait plus, où les choses étaient signées d'un trait de plume. C'est certain que sur ce dossier, ça nous a échappé. C'est certain qu'aujourd'hui, on est proactif. L'ancienne parcelle qui était occupée d'une manière illégale pour les gens du voyage sur la ZAC des Volants est aujourd'hui en cours de cession. Ça prend des années, mais est aujourd'hui en cours de cession par Saint-Étienne Métropole auprès d'un promoteur pour y installer une zone d'activité artisanale. Nous avons, comment dirais-je, sauté à la gorge, c'est une image du promoteur, en lui disant, si vous venez là, c'est que vous avez capacité à implanter des activités sans installation classée. Il avait déjà un portefeuille de prospects dans la Manche, etc. Il dit, si je viens là, j'ai bien entendu, on ne va pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais à la limite, c'est une négociation. Voilà. Alors, encore une fois, j'insiste, quand on a des gens de bonne intelligence, ces négociations aboutissent. Sur le cas Soforec, c'est beaucoup plus compliqué. Monsieur Seth. Ouais, je voudrais réagir à une partie de vos propos sur le c'est sur ce mode de fonctionnement. Là. Franchement, je ne comprends pas qu'on n'ait pas réagi un peu plus vertement. Il y a eu une commission d'enquête. Comment réagir? Dites-moi. Mais laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Il y a eu une enquête publique, voilà, avec un commissaire enquêteur, je ne sais pas comment on dit, qui a été nommé. Moi, je suis allé le voir. Voilà, j'ai exposé mes desiderata, ce que je pensais être mauvais. Mais là où je suis étonné, c'est qu'on nomme quelqu'un. Alors je lui ai demandé quelles étaient ses expériences. Il m'a dit, je viens du monde de l'industrie. Point barre. Il n'a pas voulu aller plus loin. C'est un gars qui était à la retraite, donc j'imagine avec beaucoup d'expérience. Pour les retraités, vous en avez à votre droite. Ouais. Moi, la proposition première que je lui ai faite, c'est de dire, allez voir Soforec, allez voir la poubelle que c'est à Saint-Étienne. Et puis vous imaginerez ce que c'est, même avec un aménagement flambant neuf sur Andrézieux. Je ne suis pas convaincu qu'il y est allé. Et puis, donc si on suit la bouche ouverte, avec les yeux enfarinés, cette proposition du commissaire enquêteur. Un seul bonhomme décide pour la commune, pour Saint-Étienne Métropole, et embête, pour ne pas être impoli, plus de 400 personnes, voire plus, puisque même vous êtes impacté. Donc c'est là où je ne comprends pas. Un enquêteur public, on ne peut pas le remettre en cause, ce qu'il dit. C'est là où moi je suis un peu interloqué dans cette affaire. Et aujourd'hui, vous dites 20 ans, moi je pense que ça sera plus que 20 ans. Je suis désolé, cette société est implantée. Vous l'avez dit vous-même, ils sont dans les règles pour l'instant. Je ne vois pas ce qui va pouvoir les faire déménager. Et ça me rend... voilà, ça me rend... Je suis plus que peiné pour tous les gens qui sont impactés par cette société. Donc ça, c'était un premier point.
peut-être une proposition alors qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si elle est naïve, certainement, mais je la mets sur la table. Alors vous, en tant que VP déchetterie, comment... J'ai l'habitude de dire VP poubelle, c'est plus simple. Non, mais votre titre officiel, je veux pas gestion et traitement des déchets. Voilà, gestion et traitement des déchets. Là, vous allez mettre en place une centrale zut, comment on l'appelle, pour brûler les déchets. Une unité de valorisation énergétique. Ok. L'unité de valorisation énergétique. Et donc, il est annoncé, vous l'avez annoncé à Saint-Étienne Métropole, 200 millions. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, vous cherchez un lieu, que sur ce lieu, on puisse déplacer Soforec, donc à côté de cette poubelle qui va brûler là, en permanence. Les nuisances, on imagine que le lieu que vous allez choisir, elles seront éloignées, voire très éloignées des habitations. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pierre deux coups avec ces 200 millions, vous en prenez une partie... peut-être 2 ou 3%, je ne sais pas, qui serait consacré à Soforec et à son déménagement. Alors, je ne me permettrai pas de qualifier votre proposition de naïve. Ce serait porter un jugement et je ne me permettrai pas de le faire. Simplement, je pense que vous manquez d'informations sur le processus, sur les processus, d'une manière générale. Moi, il se trouve que j'ai, j'allais dire la chance, le privilège, ça fait 25 ans que je siège au CODERS, sauf qu'avant, quand je venais en tant que rapporteur technique en matière de risque incendie, sur un certain nombre de dossiers. Donc le CORSERS, je suis allé chercher, c'est le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Donc ce conseil rend un avis, il ne fait que rendre un avis, sur l'impact des installations classées, je vais essayer d'être quand même assez synthétique, des installations qui menacent l'environnement et présentent des risques de toute nature pour l'environnement, pour les personnes, y compris donc le risque incendie, qui en l'occurrence pour Soforec n'est pas essentiel, mais dans d'autres situations. Vous imaginez bien que par exemple le dépôt de munitions à Saint-Just-Saint-Rambert, Révolier, il y a un risque d'explosion d'incendie. Enfin, bon, peu importe. Ce conseil est composé d'un certain nombre d'élus représentatifs de différentes institutions, est présidé par un représentant de l'État, un représentant du préfet, et est constitué d'entités telles que des associations, FNE a un représentant qui siège au CODERS, pour citer qu'elle, la Chambre de commerce et d'industrie, voilà. Je crois qu'il y a des représentants du patronat aussi. Bon, je n'ai pas la composition sous les yeux, mais peu importe. Ce CODERS se prononce au regard d'un rapport présenté par l'ADREAL, la direction régionale des risques liés à l'environnement, là aussi je vais faire simple, qui présente un rapport d'ordre technique. Elle massifie, elle analyse et elle évalue les risques de toute nature par l'activité, les conséquences, et elle décrit les mesures qu'il faut mettre en face de ces risques. Lorsqu'il s'agit de procédures à simple déclaration, c'est beaucoup plus simple parce qu'en face d'une déclaration, il y a un arrêté type et donc là, c'est systématique. Et lorsque c'est une structure soumise à autorisation, l'autorisation est toujours, pour Soforec, délivrée avec un certain nombre de prescriptions, de limitations en volume stocké, simultanément, en matière de transport, des choses comme ça. Protection des eaux, si la pollution des eaux, quelque chose qui vient très souvent sur le tapis. Pour ne pas laisser les services de l'État et les techniciens, les ingénieurs spécialisés seuls vis-à-vis de cette évaluation, et pour prendre en compte la réalité de terrain, un dispositif a été mis en place d'enquête publique qui permet à un enquêteur, effectivement, généralement, souvent, un retraité, quelqu'un issu de la société civile, donc clairement ne dépendant pas de indépendant, ne dépendant pas des autorités de l'État ou des collectivités, d'aller à la rencontre de la population en général, puisqu'il n'y a pas besoin d'être riverain pour donner son avis, il n'y a pas besoin d'être représentant d'un collectif,
On peut rendre un avis à titre collectif, on peut rendre un avis à titre individuel, un avis, des recommandations, exprimer des inquiétudes. Alors après, moi je ne me permets pas de juger votre naïveté, je vous demanderai d'avoir la sagesse de ne pas juger la compétence de ces enquêteurs. Pour en côtoyer un certain nombre depuis de nombreuses années, pour en connaître certains personnellement, ce n'est pas le cas sur le dossier qui nous concerne, je peux vous garantir qu'ils font ça avec la meilleure des bonnes foi, comme le font les médiateurs de justice, comme le font beaucoup de personnes qui, au lendemain de leur activité professionnelle, s'engagent aussi bénévolement, parce qu'ils sont indemnisés de leurs frais, mais ce n'est pas un métier, s'engagent bénévolement au service de la société et essayent d'être objectivement rapporteurs de ce qui leur a été dit. J'ignore s'il est allé voir à Saint-Étienne ce qui était Soforec ou pas. Ce que je sais, c'est que ça n'avait aucune importance. Parce que le jugement qu'il avait à rendre, il était sur le site d'Andrézieux, tel qu'il était prévu, tel qu'il était présenté, intrinsèquement, sans préjugés. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans son rapport qui est consultable, il est accessible en ligne, hein, je n'ai pas vérifié, mais je pense, en tout cas la DRAV a pu se le procurer, il émet des points d'alerte en soulignant qu'il y a des inquiétudes de la part des riverains, que les inquiétudes relatives aux nuisances sonores étaient difficiles leur pertinence était difficile à évaluer a priori, parce que il n'y a que quand l'activité serait en route qu'on pourrait vérifier. Ben oui, mais vous pouvez sourire. Donc lui, il a rendu un avis, comme d'ailleurs le conseil municipal a rendu un avis sur la tenue de cette enquête publique. L'Adréal a rendu un avis aux membres du CODERS. Les membres du CODERS, d'une manière collégiale, après avoir écouté le maire, après avoir écouté les gérants de la société, nous ont demandé de consulter la salle, parce que c'est une question que vous ne m'avez pas posée, mais je ne suis pas, en tant que maire, je ne suis pas membre du CODERS, je ne participe pas au vote et au rendu de son avis, je suis auditionné comme l'exploitant, et puis on s'en va et on laisse le CODERS délibérer. Ce jour-là, en mars 2022, le CODERS a rendu un avis favorable. Pour ce que j'en sais, ou l'interprétation que j'en fais, tout simplement parce qu'il n'avait rien qui lui permettait de rendre un avis défavorable, ni le rapport d'Adréal, ni le rapport du commissaire enquêteur, ni les échanges qui se sont tenus pendant la réunion. Et très naturellement, la préfète à l'époque, puisque c'est Mme Seguin qui était préfète de la Loire, très naturellement, la préfète a délivré l'autorisation d'exploiter. Il y a eu un certain temps de mise en œuvre, etc. Soforec s'est mis à exploiter. Et très rapidement, on a eu des doutes. Très rapidement, quand je dis on, je m'associe, on a eu des doutes sur le respect des prescriptions. Et puis, là je le reconnais, on s'est aperçu assez rapidement que les contrôles ne permettaient pas d'objectiver les nuisances. Et puis on ne va pas se mentir aussi, Soforec a cristallisé. Si vous lisez les messages de la DRAV, je ne doute pas que vous le fassiez systématiquement, Soforec a cristallisé des plaintes et des souffrances liées à l'environnement général de ces riverains, qui sont entre l'autoroute, une bretelle d'autoroute, une zone d'activité qui comporte d'autres installations classées depuis un certain temps. Tous, ou en tout cas quasiment tous, me disent, mais bon, les autres activités, elles étaient là quand on est arrivé pour la plupart d'entre nous. On peut comprendre ça. Soforec est arrivé après. Et c'est vrai que c'est un facteur supplémentaire. Aujourd'hui, les rancœurs sont cristallisées sur Soforec. Incontestablement, quand je me rapproche des gérants des autres sociétés, j'arrive à entretenir un dialogue, une discussion. J'ai beaucoup plus de mal à l'obtenir vis-à-vis de Soforec. Mais d'une manière générale, tous se retranchent derrière la légalité de leur fonctionnement. À l'arrivée de Soforec, on a fait contrôler tout le monde. Tout le monde a été contrôlé. Un bon nombre des entreprises sur le secteur ont fait l'objet de prescriptions, de recommandations. Elles ont toutes été suivies des faits. Parce qu'ils ne jouent pas à ça. Hein. Ils savent très bien que s'ils ne suivent pas les recommandations de l'Adréal et du préfet, ils perdent l'autorisation et c'est leur activité qui s'arrête. Aujourd'hui, Soforec est dans cette situation. Donc,
la proposition que vous faites, elle part d'une bonne intention, mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, elle ne peut relever que d'une bonne intention, que j'aurais quasiment tendance à partager, mais encore une fois, j'ai eu l'occasion de l'exprimer ici, à un certain nombre de nos administrés, dans d'autres réunions, dans des réunions publiques ou des réunions dans mon bureau sur d'autres sujets. Il est encore heureux que le préfet ne fasse pas la loi seul, que le maire ne fasse pas la loi seul. C'est heureux. On a autour de nous un certain nombre de pays, un certain nombre d'administrations qui, effectivement, encore, je ne vais pas m'aventurer, je ne citerai pas de nom, mais il y a des pays où Soforec aurait été arrêté depuis longtemps, avec ou sans la loi, où les riverains auraient été invités à déménager avec ou sans la loi, voire d'autres solutions pas forcément recommandables. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça chez nous, et c'est tant mieux d'un point de vue général. Maintenant, sur le dossier particulier de Soforec, c'est bien ennuyeux parce qu'effectivement, je me trouve face à des gens dont je ne doute pas une seule seconde de la détresse, de la souffrance, qui appellent la police municipale, heureusement aujourd'hui avec un peu plus de courtoisie qu'à une époque, parce que nos agents étaient pris à partie, alors que c'est comme les agents de service après-vente, hein, c'est eux qui se font engueuler, ils sont rarement à l'origine de la panne. Hein. Et nos services de police municipale, entre autres, hein, quand ils sont sollicités de se rendre sur place, inutilement, parce que dans la plupart des temps, c'est des nuisances sonores ponctuelles. Donc il faudra y être en permanence, et vous savez très bien que ce n'est pas réaliste et pas possible. Donc on a trouvé un accord, enfin le préfet de la Loire a trouvé une solution d'essayer de mettre en place un contrôle continu des nuisances sonores. Ce que Soforec conteste, notamment parce que c'est lui qui va le payer, parce que la loi lui oblige à payer les contrôles, hein, et que ça va lui coûter cher. Mais là, je n'ai pas trop d'état d'âme, moi, hein, parce que s'il avait joué le jeu, s'il avait apaisé les esprits depuis 2 ans, on n'en serait pas là. Donc après tout, s'il est dans cette situation contraignante, il n'y est pas pour rien. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Bon, vous êtes d'un naturel pessimiste, en ne croyant pas à ce qu'une solution intervienne avant 20 ans. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je garde confiance sur ce sujet, d'autant plus que je connais la détermination des élus métropolitains et de la préfecture, et je sais que tous ont pour objectif que ça ne s'éternise pas de cette manière. Merci de votre écoute, merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet, et bien entendu, vous avez tous carte blanche pour interpeller les représentants de l'État, les représentants de Saint-Étienne Métropole et les élus du secteur, si jamais ils n'étaient pas compréhensifs, hein, sur la réalité de cette situation, parce que je ne veux pas vous mentir, j'ai quand même été, je vais dire choqué. J'ai été choqué qu'un membre du CODERS remette en cause la sincérité des riverains. Alors bon, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'historique du dossier, qui s'est exprimé par ignorance. C'est quand même incroyable. C'est pour vous rendre compte, pour vous convaincre. Et puis, bien entendu, vous avez liberté d'interpeller les parlementaires qui font la loi. Hein. Moi, je l'ai fait avec notre député, hein. Mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient beaucoup d'autres préoccupations et qu'en matière de nuisance sonore, ils avaient ce qu'il fallait au Palais Bourbon. Sur ce, merci à tous, bonne soirée. N'oubliez pas de signer la feuille de présence. N'oubliez pas de noter tous les membres de Changeons de Cap, que la prochaine réunion sera le 5 mai 2025. Je compte sur votre présence et votre participation aussi active et sympathique que ce soir. Merci à tous, bonne soirée.